Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir dans le cadre du podcast d'Impact Média un entrepreneur lyonnais qui a un parcours aussi atypique qu'intéressant. Il va nous parler de son entreprise dans le transport, mais surtout il va nous parler de sa première entreprise, parce que s'il est aujourd'hui propriétaire d'une entreprise dans le transport, ce n'est pas sa première expérience. Il cumule une expérience d'entrepreneur remarquable. Il va également nous partager les effets de la croissance rapide en entreprise. Donc je suis particulièrement ravie également de l'avoir parce qu'on discutera de la construction, de la croissance d'une entreprise dans l'environnement lyonnais. Et pas seulement lyonnais, parce qu'il investit également au-delà des frontières, notamment en Afrique. Donc il a une spécialité particulière, c'est de maîtriser son business et de le contrôler même à distance. Donc je pense qu'on apprendra énormément de l'invité du jour, que je vous invite à découvrir. Bonjour Madiba. Bonjour Bernardine. Merci d'avoir accepté de participer au podcast de notre média. Merci pour l'invitation. Merci. Comme je le disais dans l'intro, tu es donc propriétaire d'une entreprise spécialisée dans le transport. Exactement. Bonjour à tous. Effectivement, je suis entrepreneur dans le transport et la logistique. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'évolue dans ce milieu. Donc pour mon parcours, j'ai fait effectivement un BTS transport, une licence achat logistique, un master 1 commerce international et un master 2 manager de projet développement international dans spécialité logistique. Et il est vrai que pour la petite histoire, c'était pas mon premier souhait de travail lorsque j'étais jeune, parce que comme tout jeune, on voulait tous jouer au foot et être footballeur. Le transport pour moi c'est une passion également, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des études sur ce secteur-là, et j'ai débuté également en tant que salarié, comme tout le monde, dans plusieurs grosses sociétés de transport en région lyonnaise, en gravissant les échelons, et décidé de me mettre à mon compte à l'environ de 2018-2019. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à décider d'arrêter d'être salarié? Tu avais pour ambition de devenir un entrepreneur, ou alors c'était le besoin de quitter le salariat? Ça s'est fait naturellement. Normalement, moi j'étais plus parti sur une carrière de cadre supérieur dans un gros groupe, de logistique. Donc je me suis dit c'est la suite logique après avoir fait un master, un bac+5 en logistique, c'est d'intégrer un gros groupe logistique. Mais j'ai eu des opportunités avec des collègues également, moi, qui avaient déjà monté leur structure de transport et qui a fonctionné. Je me dis pourquoi pas également essayer de réfléchir sur cet aspect-là au niveau de l'entrepreneuriat, et monter une structure et regarder ce que ça donne, et dans l'ensemble ça a bien fonctionné. Ouais. D'accord. Et comment ça se passe, ta première expérience en tant qu'entrepreneur? Alors, j'ai démarré une première société avec un associé. Donc sur Lyon, c'était en 2019. Donc elle s'appelait Dallas Logistique. Donc c'est une société qui a rapidement évolué, qui a eu une croissance assez fulgurante. On s'est entouré d'un encadrement d'expérience. Comme je le dis toujours, sans cet encadrement-là, on n'aurait pas pu atteindre ce niveau de chiffre d'affaires et de structure. Et de par cet encadrement-là, on a pu passer de 2 à 3 salariés pour nos débuts à presque 120, 130 salariés en vitesse de croisière sur l'année 2023-2024 par exemple. Mais dis-moi, comment ça se passe concrètement, une société dans le transport et logistique? Vous faites quoi concrètement au quotidien? Alors, une société de transport, il y a plusieurs types de transport. Quand on dit le transport, en logistique, il y a plusieurs sous-domaines dans cette activité-là. Nous, on était spécialisés on avait 2 cœurs de métier, c'est le transport de marchandises lourds, c'est-à-dire lourds, c'est les camions remorques, les camions poids lourds. Donc c'est une partie chargement dans l'entrepôt pour livraison des magasins, par exemple, ou chargement dans l'entrepôt de Lyon, livrer les marchandises dans l'entrepôt de Marseille,
pour que ce soit relivré le lendemain chez les clients de la région de Marseille, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie lourde. Et on avait une partie dernier kilomètre, on appelle ça le dernier kilomètre, c'est-à-dire c'est les livreurs qui viennent toquer à vos portes tous les jours. Donc on avait cette partie-là également, avec notamment Amazon, de nos gros partenaires. Voilà, donc ça représente à peu près 50-50 pour notre activité. Et une journée type, c'est la mise en place du transport, donc vérifier que les conducteurs soient présents, vérifier que le matériel est roulant, qu'il n'y ait pas de soucis, prendre en compte la marchandise et aller livrer en respectant toutes les conditions que les clients nous demandent de respecter. D'accord. Et qui étaient vos clients dans cette société? Donc, on avait beaucoup de clients, mais nos clients majeurs, avec qui nous avions bien travaillé, donc on avait Amazon, le groupe Casino, qui a malheureusement fait faillite, mais c'était un de nos gros clients. Auchan également, à peu près la grande distribution, beaucoup de clients dans la grande distribution. On avait également des chargeurs, on appelle ça des chargeurs, c'est Kuehne+Nagel par exemple, des gros logisticiens mondiaux, ou Schenker également, Joyaux, voilà, ce type de clients. Quelques activités également avec la Poste, notamment, donc Chronopost, la Poste également. Voilà, on ne s'est pas fermé de porte, on travaille avec l'ensemble des acteurs. Le but c'est ça, il fallait pas se spécialiser sur une seule activité, il faut être capable de se diversifier. Aujourd'hui, pour pouvoir entre guillemets survivre, faut se diversifier dans notre cœur de métier, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Ok. Et quand vous êtes lancé avec ton associé, du coup, qu'est-ce qui fait que rapidement vous connaissez l'hypercroissance? Quelle est votre force? Nous, comme je disais, on avait eu la chance de recruter des personnes qui sont très expérimentées dans leur milieu. Donc nous, en tant que dirigeants, on s'est entouré par exemple, d'une responsable de la comptabilité facturation très performante. Corinne, pour ne pas la citer. Donc à partir du moment où on a cette base-là, avec au niveau de la partie administrative, on avait également une personne qui a fait 30-40 ans de carrière dans le secteur du transport, Michel également. Et au niveau de l'exploitation, un ancien qui a démarré dans les années 75-80, Bernard. Avec cette équipe-là, justement, on a pu proposer une qualité de travail et de service qui a plu aux clients. Donc les clients tout de suite, vous savez, vous maîtrisez très bien l'activité, votre taux de qualité est très bon, on vous rajoute du volume, on vous rajoute du chiffre d'affaires, et c'est comme ça que on a pu grossir très rapidement. Et ça représentait quoi justement en termes de chiffre d'affaires pour vous? Au bout de la première année, quel était votre chiffre d'affaires? Sur les entités Dallas, parce qu'il y avait plusieurs entités, donc toutes entités réunies, alors on a fait je crois 1,8 million la première année, 4,5 millions la deuxième, 8,3 millions la troisième, 12 millions et quelques la quatrième. La quatrième année. On parle de millions d'euros. Oh, c'est ça, ça a été très rapide. Et effectivement, c'est presque du 200% d'augmentation chaque année du chiffre d'affaires, effectivement. Et à ce moment, tu as quel âge? Alors moi, j'ai 36 ans, j'ai fait 36 ans il y a 2 jours. Je veux dire, au moment de la croissance. C'était il y a 5 ans, quand je monte mon entreprise, j'avais 28 ans, 29 ans. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait à ce moment tout jeune d'avoir déjà cette croissance financière? Est-ce que ça te bouleverse? Est-ce que ça te... Non, moi je suis quelqu'un qui a la tête sur les épaules. J'écoute beaucoup, j'observe beaucoup et j'écoute surtout beaucoup les personnes qui ont eu également des structures des sociétés ou des business qui ont fonctionné aussi rapidement. Et moi je me dis effectivement on bosse bien, ça travaille bien, ça développe très rapidement. Effectivement on a eu la presse qui est venue aussi nous voir pour essayer de comprendre un peu comment on travaillait. Mais moi, dans ma tête, j'étais assez stable parce que je me dis c'est bien, mais est-ce que derrière ça va tenir? C'est surtout ça, parce que croissance fulgurante sans base, parce qu'effectivement c'est certaines bases qui nous manquaient, parce qu'on est passé de petites TPE, petites entreprises,
à une grande entreprise. Derrière, ça se fait. Il y a certaines sociétés qui ont mis 20, 30 ans à se structurer. Nous, en 4 ans, voilà, je savais qu'on avait des lacunes à ce niveau-là et que ça allait être compliqué de tenir le rythme, quoi. Et quand tu parles de base, justement, il s'agit de qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment, concrètement? On était très bon sur la partie opérationnelle, c'est-à-dire qu'au niveau des clients satisfaits, 100% de qualité, donc augmentation du volume, le client nous font confiance, pas de problème à ce niveau-là. Par contre, sur tout ce qui est partie back-office, moi j'appelle ça back-office, l'administratif, la gestion des ressources humaines, les conducteurs, voilà, on va se cacher, la typologie des conducteurs routiers, c'est souvent des jeunes issus des quartiers difficiles et qui viennent travailler parce que il faut bosser, mais qui mettent pas autant de qualité et de sérieux qu'il fallait mettre. Et donc c'est toute cette gestion, surtout humaine et management, qui était très 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 compliqué à stabiliser. Donc on mettait en place des process, essayer d'éviter un peu le turnover. Mais c'est un secteur extrêmement concurrentiel. C'est que le conducteur qui va arrêter chez vous maintenant, dans 2 heures, il re-signe un CDI en face et il arrête le soir même en face et il re-signe le lendemain chez l'autre. Donc voilà. Donc le but c'était ça, c'était d'éviter ce turnover-là, garder les meilleurs conducteurs avec nous, la qualité, mais tous les jours sur une centaine de personnes, c'était et répartis sur toute la France parce qu'on avait des pôles sur la région parisienne. Dans le sud également de la France, donc beaucoup de déplacements. Voilà, c'était toute une mayonnaise qu'il fallait pouvoir gérer. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te rends compte que, pour toi, qu'est-ce qui se passe quand tu te rends compte que cette hypercroissance est en train de devenir en fait un problème? Comment tu réagis? On se dit ça devient difficile. Ça devient difficile parce que déjà, on est dans un secteur où les marges sont assez faibles dans le transport. Donc c'est surtout sur le volume de chiffre d'affaires qu'on arrive à essayer de dégager des marges qui nous permettent un minimum de vivre. On a rencontré beaucoup de difficultés aussi sur l'aspect humain. C'est ça qui nous a vraiment... Avec ton associé, vous aviez de bons rapports On avait de très bons rapports, effectivement, également, mais il y a des fois, c'est comme toute relation, il y a des incompréhensions, on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Donc, quand on a vu que c'était assez difficile à tenir cette cadence-là, parce que c'est du 24-24, 7 jours sur 7, la nuit, le jour... on s'est dit je me suis dit également de dire je pense que c'est le moment de lever le pied sur cette aventure-là et puis naturellement donc laisser la structure poursuivre. Mais le problème c'est que je savais que ça allait être compliqué, que ça continue parce que ça va être compliqué de continuer à gérer. Qu'est-ce qui allait être plus difficile pour toi finalement? C'était la gestion des équipes. Qu'est-ce qui t'a fait te dire ça y est, je suis arrivé au terme de cette aventure? On commençait à perdre des clients. D'accord. C'est la première fois effectivement en 4 ans, d'habitude les clients font rentrer beaucoup de clients, mais là on commence à perdre des clients. Vous avez combien de clients à peu près déjà? Une cinquantaine de clients, avec 120 salariés, c'est ça, exactement, okay. Une cinquantaine de clients, ça varie, mais voilà, c'était... Et à partir du moment où on commence à perdre des clients, des gros clients notamment, avec Amazon justement aussi, qui a commencé à lever le pied, parce qu'au niveau de la qualité, on n'était plus au rendez-vous, oui. On avait des soucis avec nos véhicules, donc justement parce qu'on n'a pas su anticiper l'entretien de ces véhicules, les chauffeurs tous les jours cassaient les véhicules, voilà, c'est un tout en fait, okay. Le recrutement était mal fait, donc du coup on met des mauvais conducteurs, les conducteurs sont mauvais, donc cassent les véhicules, le client n'est pas content parce que les colis ne sont pas livrés, donc c'est un cercle vicieux qui se met en place, et là je me suis dit, ça y est, on commence un peu à fatiguer, et il faudrait essayer de voir autre chose, quoi. Ok. D'accord. Et donc tu quittes l'entreprise et tu te dissocies de ton associé. C'est ça. Donc du coup, on a un accord. On stoppe la relation. De toute façon, la structure
était un peu sur une pente descendante. Donc du coup, on savait que ça allait pas perdurer. Et finalement, voilà, l'ensemble des encadrants ont également quitté la structure. Donc du coup, ça c'est naturellement les chauffeurs, pareil. Donc vu qu'on perdait des clients, donc étaient licenciés, donc partaient travailler ailleurs. Donc ça s'est réduit. Ça s'est réduit naturellement, hein. Ça a pris 6 à 8 mois. D'accord. Et puis ça s'est stoppé. L'entreprise a fermé. L'entreprise a fermé, voilà. D'accord, ok. Et à ce moment, est-ce que tu as une vision claire de la suite pour toi? Est-ce que tu te visualises clairement au moment où tu décides d'arrêter cette première aventure? Est-ce que tu as déjà un objectif en tête? Ouais. Alors effectivement, c'est de rester dans mon cœur de métier, qui est le transport et la logistique, parce que c'est un secteur que l'on maîtrise. De dire, on peut redémarrer, donc ce qui a été fait, donc c'est de repartir sur une nouvelle structure, mais ne pas faire la même erreur, parce que c'est une belle aventure, hein, d'avoir une centaine de personnes sous son aile à gérer, mais en France c'est assez difficile, surtout sur l'aspect social. La personne demain est malade, elle est malade et on peut rien y faire. Il veut pas venir travailler, c'est un accident de travail, voilà, c'est tout cet aspect-là qui était difficile à encaisser. Donc je me suis dit, c'est de remettre en place une structure de transport, donc mais sous une autre forme, et surtout en limitant au maximum l'aspect humain. Voilà. Ok, ça marche. Et donc tu reconduis l'idée, tu maintiens l'idée de continuer dans le transport. Mais cette fois, tu te dis, je vais éviter l'hypercroissance rapide. Exactement. Même si j'ai les moyens de grandir rapidement, exactement, je ne vais pas le faire pour ne pas me retrouver face aux mêmes difficultés. Les mêmes difficultés, parce que du coup, les lois n'ont pas évolué. Hein. En France, voilà, j'étais salarié, donc pas de souci, j'ai pu en profiter, mais les salariés sont un peu surprotégés. Maintenant que je suis du côté entrepreneur, dirigeant, donc je vois effectivement un peu les deux côtés. Et on parlait tout à l'heure, tu me disais que tu as également commencé à investir toujours dans le transport en Afrique notamment. Comment ça se passe là-bas? Est-ce que les réalités sont les mêmes? Alors effectivement, je développe également une activité sur l'Afrique de l'Ouest et notamment au Sénégal de transport. Le transport sur l'Afrique, il est pour moi à ses débuts. Il y a un tournant là qui se met en place. C'est que un camion en Afrique, soit il va charger au port parce que tout est importé. Il n'y a pas d'industrie sur place, il n'y a pas d'activité, donc c'est forcément lié avec une activité portuaire pour prendre les conteneurs et les redistribuer dans la sous-région. Soit des bateaux de pêche qui arrivent et puis on charge les poissons pour réparer et les distribuer. Ou pour certaines régions, cultiver en Côte d'Ivoire les bananes, le cacao, en Guinée le bauxite, au Sénégal l'arachide, les mangues, voilà. Donc le transport va se diviser dans ces trois catégories. Okay. J'ai effectivement mis un camion en place là qui fait des livraisons avec le port de Dakar. Voilà, c'est un début, on regarde un peu, on essaie de tester et on verra ce que ça peut donner. Et du coup, quelle sera la prochaine étape pour toi? Moi, c'est bon de stabiliser mon activité ici en France, mais c'est surtout développer une activité logistique importante sur l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Ok, stabiliser à Lyon et davantage développer sur le business en Afrique de l'Ouest. Ok, et voir davantage les opportunités. Pour moi, c'est l'avenir, hein, c'est là-bas que ça va se passer. Est-ce qu'il y a justement moins de contrôle administratif qu'en France? Est-ce qu'il y a une charge de gestion? Parce qu'en fait, il me semble que l'une des difficultés que beaucoup d'entrepreneurs qui investissent, notamment en Afrique, rencontrent, c'est la difficulté c'est les ressources humaines, la fiabilité des personnes à qui on confie la gestion d'une entreprise. Comment tu arrives à faire face à ça? Alors, effectivement, l'Afrique, on connaît, hein, on sait que c'est riche, il y a beaucoup de choses à faire, il y a tout à faire, hein, de toute façon, mais le professionnalisme et le sérieux de certains employés est à revoir. Donc du coup, il faut redoubler de contrôle, redoubler de vigilance pour éviter de perdre beaucoup en fait dans son investissement.
pour l'instant, moi je me concentre sur du service. Le service, ça va être la prestation de service, ça va être d'effectuer la tâche et t'es payé en contrepartie. Okay. En évitant bien évidemment qu'il y ait de l'échange main à main au niveau de l'argent. Voilà, maintenant il y a des comptes en banque, il y a des facturations. Donc du coup, le salarié, voilà, tu travailles, t'es payé. Et, pour moi, mes camions, il y a de la géolocalisation. Okay. Voilà, on essaie de mettre des contrôles effectivement pour faire en sorte de voilà, qu'il y ait le moindre perte, de perte possible. Voilà. Ok. Et à ce stade de ton entreprise, est-ce que tu te rémunères sur la société française? Oui, sous la société française. Oui. Et africaine aussi? Africaine aussi, oui. Ok, d'accord. Parce que souvent, au départ d'une entreprise, pas mal d'entrepreneurs que j'ai reçus ne se rémunèrent pas les premières années. Moi, j'ai déjà effectivement une dizaine d'années d'expérience derrière. Donc, en créant cette structure-là, je sais tout de suite que dès le premier mois, il y a de la marge, donc il y a de la rémunération derrière. Okay. Il y a certains confrères, collègues qui entrepreneurs qui démarrent. Soit c'est de la prestation de service, mais derrière, avec ce qu'ils vont encaisser, ils sont besoin de réinvestir entre guillemets pour développer, restructurer et derrière pérenniser leur structure et pouvoir encaisser. Il y en a certains, c'est dans l'achat-revente, l'industrie, donc ils sont obligés de produire, donc ça demande beaucoup d'investissement pour ensuite pouvoir se rémunérer quelques mois plus tard. Et en Afrique, effectivement, il y a deux visions. C'est parce que il y en a certains qui ont mis en place des business, qui ont dit non, je vais laisser pour que ça monte et tout, et puis on verra après, je prendrai, sauf que ils ont tout perdu parce que soit entre ceux qui ont volé, entre ceux qui ça c'est cassé, il faut tout racheter, l'investissement que j'ai mis, il faut tout remettre parce que ça, voilà, il y a plein de choses et tout. Donc moi c'est tous les mois, là ça a fonctionné, on retire. Tous les mois on retire. Donc voilà, c'est un peu moi c'est un peu ma vision des choses, c'est essayer de tout de suite sécuriser. Ok. Maintenant on va parler de ton profil entrepreneur. C'est la deuxième partie. La première partie étant consacrée à l'entreprise, à ton business à proprement parler. Maintenant, on va parler un peu, si tu veux, de la perception que tu as globalement de l'entrepreneuriat. Et l'une des questions que je m'en vais te poser, c'est quel type d'entrepreneur es-tu? Est-ce que tu te définis? Je vais te donner quelques portraits et tu me diras lequel correspond davantage à comment tu te définis. Est-ce que tu te définirais comme un entrepreneur visionnaire? Le visionnaire, en gros, c'est celui qui voit loin avant tout le monde. Donc, qui voit une opportunité avant que les gens se rendent compte. Est-ce que tu es du type bâtisseur? Tu peux avoir plusieurs profils en même temps. Bâtisseur, c'est celui qui construit brique par brique, qui prend le temps. Est-ce que tu es un révolté, celui qui entreprend contre quelque chose? Ou un passeur, celui qui réussit pour tirer les autres? Ou un chercheur, celui qui prend le temps, il échoue, il recommence? Ou encore quelqu'un qui est stratège? Est-ce que tu te vois comme un stratège? Comme un serial entrepreneur peut-être, celui qui enchaîne des projets? Quel est le profil qui te... Moi, effectivement, entrepreneur, il y a pas de diplôme pour être entrepreneur. Entrepreneur, c'est même quelqu'un qui a jamais été à l'école. Il suffit d'avoir une bonne idée, développer son idée, croire à son idée. Derrière, ça devient un entrepreneur. Moi, quand j'étais jeune, je me suis jamais dit que j'allais être entrepreneur plus tard, j'allais avoir mon propre business, des choses comme ça. Je me dis j'allais travailler comme tout le monde pour une grosse société, voilà, être un bon salaire et maintenant que effectivement je suis de ce côté, je me vois plus effectivement stratège parce que je suis du secteur du transport et de la logistique. Mais je me ferme pas les portes sur d'autres activités, d'autres secteurs. Okay. Je touche aussi un peu au football. Donc voilà. Tu investis aussi dans le football? C'est ça, au Sénégal. Donc on essaye de mettre en place un centre de formation pour former des jeunes joueurs et derrière pouvoir les faire partir vers des clubs européens. Ou sur tout ce qui va être Moyen-Orient, il y a un nouveau marché. Voilà, donc je touche un peu à tout ce qui me plaît, le transport, le football, la politique aussi un peu, voilà.
D'accord. Donc en fait, tu es un serial entrepreneur, c'est-à-dire que tu fais un peu de l'immobilier aussi, tu m'as dit, Oui. un peu, tu investis dans le domaine sportif, Oui. tu investis dans le domaine du transport. C'est ça. En fait, chaque fois que tu perçois une opportunité, tu investis. Exactement, une opportunité que je me Que dis tu estimes être... qui peut fonctionner et qui peut être bien, j'ai pas peur, on y va quoi. Tu y vas, ok. Et dans tous ces business, je parle de la globalité, Oui. maintenant je ne vais pas parler que de ta société de transport, laquelle, ta meilleure décision stratégique entre ton investissement à l'étranger, en Afrique, dans l'immobilier, le sport et le transport, laquelle te semble être vraiment l'action la plus stratégique que tu portes en ce moment? Celle, en gros, que les autres ne voient pas venir ou n'ont pas vu venir. Bon, je pense que tout le monde commence un peu à le voir venir, mais c'est l'investissement en Afrique. Ok. L'investissement en Afrique, que n'importe quel secteur d'activité, celui qui se tourne vers là-bas, a déjà un coup d'avance sur les autres. Oui. Le marché africain, les opportunités qui s'y trouvent. Tout se passe là-bas. Les Américains, ils y sont. Les Chinois, ils y sont. Voilà, deux grandes puissances comme ça s'intéressent à nos pays, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire. Donc nous, les concernés, on doit aussi jeter un œil et regarder ce qu'il y a à faire, puisque du coup le train il est en train de passer, il faut vite monter dedans, parce que bientôt, dans 10-15 ans, effectivement tout sera verrouillé et les opportunités de business seront très limitées, quoi. Et justement, on parle beaucoup ces temps-ci dans l'univers africain, en France notamment, et peut-être dans d'autres pays, de retour en Afrique, de retourner investir. Oui. C'est très régulier sur les réseaux, qu'on voit en tout cas qu'il y a une flamme vers ce retour, vers l'investissement en Afrique, terre des opportunités. Et je pense que ça change aussi un peu le regard, peut-être c'est ton cas, ça change le regard qu'on a de la perception de l'investissement d'il y a 10 ans, 15 ans. On ne voyait pas forcément le marché africain. Oui, parce que la plupart des... Alors, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui sont nées au pays, qui ont étudié, qui sont venues en Europe pour soit continuer les études, soit travailler, et qui ont dans leur tête, de toute façon, moi je viens ici, c'est pour me former, apprendre, et retourner au pays, et continuer à travailler, bosser. Et il y a certains qui sont nés ici, qui ont grandi ici, comme moi, voilà, on a grandi en France, on connaît tous les codes de la société française, on les connaît par cœur, on sait comment ça fonctionne, mais on a la chance d'être binationaux et originaires de ces pays, et on a envie aussi de développer nos pays et de les faire monter en puissance, en compétences. Okay. Donc on a eu la chance de se former ici, travailler ici, apprendre entre guillemets les bonnes méthodes, et le but c'est de les reproduire là-bas. D'accord, ok. Et c'est super intéressant de le dire, parce que c'est pour quelqu'un qui n'a pas eu forcément des racines en Afrique, c'est aussi un risque à prendre. Oui. Parce que autant le profil que tu dis de celui qui est né et qui a ses bases là-bas, il a davantage de repères que quelqu'un comme toi qui a moins de repères, et en tout cas culturels. Bien sûr, en fait, bien sûr. Il y a toujours une culture dominante dans cette biculturalité. Il y a toujours une qui prend un peu le dessus sur l'autre. Oui. Et quand on y va, c'est certes on a les origines, mais il faut encore apprendre la culture locale. Exactement. Mais ça après, ça va être chacun et dans la manière dont il a grandi ici. Est-ce qu'il a grandi en ayant cette culture, la culture de ses parents au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, on parle la langue natale, on vit par rapport à la culture de ses parents, voilà, et c'est ce qui va donner envie à cette personne-là plus tard à rentrer au pays pour investir, travailler, y vivre. Mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de proches qui sont repartis, qui sont nés ici, grandis ici, et qui n'avaient jamais mis les pieds là-bas, et qui sont partis s'installer carrément en Afrique, quoi. Ouais. Ok. La dernière phase de cet échange, ce sont les dilemmes de l'entrepreneur. Le premier dilemme, c'est si tu devais choisir entre une croissance rapide qui appelle le contrôle, ce que tu as déjà vécu, et croître lentement et tout maîtriser. Tu choisirais croître lentement, évidemment. Et tout maîtriser. Ouais. Ok. Et maintenant, si tu devais choisir entre un associé qui est hyper brillant, mais difficile, et une équipe qui est soudée, mais qui n'est pas force de proposition, tu choisirais quoi? Je préfère une équipe qui est soudée. D'accord.
soudés parce que ensemble, dans tous les cas, on y arrivera. Et c'est à moi de les amener là où on veut arriver. Mais la loyauté et l'entraide, c'est une des bases solides pour réussir dans le business. Ouais. Ok. Et si tu devais choisir entre lever des fonds et accélérer rapidement ton entreprise ou continuer à rester indépendant et avancer seul, tu choisirais? Moi, je serais plus sur continuer à être indépendant et avancer seul. Parce que à partir du moment où on va lever des fonds, on va rentrer des actionnaires dans ta structure, qui eux vont mettre effectivement beaucoup d'argent. Ça aura un peu plus de pression parce que du coup, t'es plus tout seul. D'accord. Et puis tu as des comptes à rendre maintenant parce qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent et c'est pas la même approche, c'est pas le même sentiment, Tout à fait. C'est pas pareil. Et un autre dilemme, si tu devais pivoter ton modèle d'entreprise aujourd'hui pour pouvoir saisir une opportunité qui se présente, est-ce que tu la ferais ou alors est-ce que tu resterais fidèle à ton modèle actuel? Si tu devais changer quelque chose d'important, tu choisirais quoi? Si ce changement-là est stratégique pour la société et ce changement va la faire évoluer, faut pas être fermé, hein, faut pas être buté. Tu as déjà dû faire face à ça, un changement important dans ta logique de création de départ? Non, pour l'instant non. Pour l'instant non, mais oui, moi comme j'ai dit, je sais que il faut être à l'affût des opportunités. Une société qui n'a pas de veille, il faut être en veille commerciale, en veille relationnelle. Si on n'est pas aux aguets, c'est mort. C'est mort, ok. Et ça vaut pour nous comme pour les grosses multinationales. Nokia, Motorola, ils ont loupé le coche voilà, et puis on n'entend plus parler de ces gens-là. Donc nous c'est pareil pour nous, donc il faut justement tout sans cesse mettre aux aguets et saisir s'il y a une opportunité qui se présente, c'est clair. Et si tu devais recruter quelqu'un qui est meilleur que toi ou former quelqu'un à ta vision, tu choisirais quoi? Former quelqu'un ou recruter quelqu'un qui est meilleur? Meilleur que moi, ça me dérange pas, tant que c'est pour le bien de la société. Voilà, après. Mais là, dans ton équipe, tu devais t'associer, recruter une personne, un gars que tu sais, bon, lui, je dors tranquille, il a 20 ans de carrière, c'est bon. Ou alors, est-ce que tu prends sur toi aujourd'hui de dire, bon, c'est un jeune, il vient de sortir de l'école, je vais le former. Je préfère, du coup, j'ai l'expérience d'avoir recruté des anciens et effectivement, des fois, ils sont un peu durs à manager parce que justement, ils ont leur vision des choses, ils ont leur expérience, leur méthode de travail et tout, mais je préfère former un jeune. Lui donner la chance. Et le former effectivement à ma manière pour qu'il intègre ta vision d'entreprise. Exactement, ouais. Je suis plus dans ce cadre-là, ouais. Ok. Une dernière question, si tu devais donner un conseil à un entrepreneur qui veut se lancer, pas un entrepreneur qui s'est déjà lancé, à une personne qui ambitionne de développer une activité, qu'est-ce que tu lui dirais qu'on ne dit pas souvent assez? Faut croire en ses rêves. Parce qu'on va beaucoup te mettre de bâtons dans les roues, on va beaucoup être négatif, on va beaucoup te faire attention, des choses comme ça et tout. Il faut croire à son projet, croire à son rêve et se donner les moyens d'y arriver. Quand j'ai donné les moyens d'y arriver, c'est des fois, limite, t'endors pas parce que tu réfléchis sur ton projet pour être sûr de bien le maîtriser. Donc se donner les moyens, c'est ça, c'est de y réfléchir 24 7 jours sur 7. Pour être sûr d'avoir rien loupé dans la mise en place de ta structure. Et quand tu es prêt, tu te lances et les gens qui vont te mettre des freins, prendre en considération ce qu'ils peuvent dire, parce que des fois, ça peut être dans ton intérêt, mais ne pas t'arrêter, croire à ton projet. Okay. Voilà, c'est le conseil que je donnerais, c'est y croire. Quand on y croit, on y arrive. D'accord. Okay. Il faut croire. Il faut y croire à son projet, c'est la seule façon d'y arriver. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Madiba, d'avoir accepté d'être avec moi. Notre podcast est disponible en ligne sur toutes nos plateformes. Donc, vous l'aurez sur YouTube, Instagram, TikTok, également sur Facebook. Allez sur nos réseaux sociaux Impact Média pour vous abonner. N'oubliez pas, on vous partagera davantage de parcours d'entrepreneurs aussi brillants et aussi marquants de la région lyonnaise, mais pas que des entrepreneurs. Désormais, on va aussi toucher simplement des dirigeants, on va toucher des corps de métier également marquants. On aura des parcours, des histoires à raconter. À bientôt.